Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je la tourne un peu à l'arrache comme vous voyez. En ce moment en fait je devrais être en train de monter le dernier épisode de Philosopher View qui est très long et que je voudrais publier avant la fin de la campagne de crowdfunding. Donc j'ai pas le temps de creuser tout ce qui se passe du côté des LLM et de l'IA. Et pourtant il s'en passe des choses, oui, notamment avec l'arrivée de Claude Mythos par Anthropic et j'avais quand même envie d'en parler un petit peu. Il y a plein de raisons pour lesquelles il semble que ça marque un jalon important, vraiment. Alors déjà, c'est quoi? C'est un modèle de langage généraliste, un LLM, donc comme Claude Opus, mais version très au-dessus. Et ce modèle Mythos, c'est vraiment un drôle de choix de nom d'ailleurs, mais bref. Ce modèle, donc, ils l'ont utilisé en interne pour chercher des vulnérabilités, des failles de sécurité dans toutes sortes de logiciels ou de systèmes informatiques. Et ça a beaucoup trop bien marché. Mythos a trouvé des milliers de failles jusque-là inconnues, notamment dans tous les systèmes d'exploitation, les navigateurs et chez tout le monde, Microsoft, Apple, Linux, etc. Et c'est pour ça qu'Anthropic, pour la première fois, ne donne pas accès à son nouveau modèle, parce qu'il a des capacités d'attaque en cybersécurité qui ne sont clairement pas à mettre dans les mains de tout le monde. Donc on en est là, on commence à se rendre compte de ce dont de tels systèmes vraiment avancés deviennent capables et du pouvoir que ça donne aux entreprises qui les développent et aussi du danger qu'il y aurait à laisser des acteurs malveillants s'en emparer. Là, Anthropic veut justement éviter ça, ils veulent plutôt utiliser l'avance qu'ils ont pour aider à sécuriser les systèmes informatiques en travaillant avec ces entreprises chez qui ils ont justement trouvé des failles de sécurité. C'est le projet Glasswing qu'ils ont lancé en même temps que l'annonce de Claude Mythos du coup. Et c'est tout frais, hein, c'est le 7 avril que c'est arrivé. Donc voilà, ce projet Glasswing pour essayer en quelque sorte de préparer Internet à l'arrivée de ses capacités, parce que là, elles sont restreintes chez Anthropic, mais faut pas se leurrer, tôt ou tard, ça va se répandre. C'est quand même une situation frappante où on a une compagnie qui développe des modèles de langage généralistes, des modèles entraînés à la base à prédire le prochain mot d'un texte. Toujours ces modèles que des gens qui se croient très malins continuent d'appeler des perroquets stochastiques, et juste en développant ça, elle se retrouve tout à coup avec des milliers de vulnérabilités 0D sur n'importe quel système informatique, une sorte de buffet à volonté de cyberattaque à leur usage privé. Je sais pas, on vit dans un monde étrange. Il y a quelques articles dans la presse généraliste qui en ont parlé, mais comme toujours, j'ai l'impression que la couverture médiatique est assez faiblarde par rapport à l'importance du sujet. Par exemple, il y a eu cet article dans Le Monde que j'ai bien aimé qui cite Nicolas Carlini. L'équilibre relatif que nous avions entre attaquants et défenseurs ces 20 dernières années va disparaître. Les LLM sont la chose la plus importante arrivant à la sécurité depuis l'arrivée d'Internet. Et Nicolas Carlini, pour la petite histoire, vous en souvenez peut-être, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les LLM jouant aux échecs, parce que c'était un des rares chercheurs à s'être intéressé à ce problème et avoir mené des expériences dessus qu'il avait interpellé. Je l'avais cité notamment dans la conclusion de ma vidéo. Et c'est un chercheur, il est spécialiste en machine learning adversarial, et c'est quelqu'un de très respecté dans le domaine de la sécurité informatique. Donc c'est une voix quand même qui mérite d'être écoutée. N'en déplaise à ceux qui annoncent tous les 6 mois que c'est bon, les LLM sont arrivés à un plateau. Bah non, force est de constater que des nouvelles capacités continuent d'émerger et c'est pas toujours rassurant. Et je continue d'être impressionné par à quel point ça a été vite. Je veux dire, ma première vidéo sur ChatGPT 3.5, j'ai l'impression que c'est très loin, mais en fait ça a juste 3 ans. 3 ans, c'est fou. Mais bref, en tout cas, je vais pas parler davantage de ces histoires de cybersécurité concernant Mythos. Je voulais juste le signaler des fois que ce soit passé sous vos radars parce que ça me paraît quand même notable. Et j'avais pas forcément envie de faire une vidéo là-dessus, je dois surtout finir le montage de Philosopher View, mais j'ai pas pu m'empêcher de passer un certain temps à feuilleter la system card de Claude Mythos. Donc c'est la documentation publiée par Anthropic et qui présente plein d'aspects de son modèle, plein d'évaluations, etc. Et il y a beaucoup d'éléments dedans qui font écho à des choses dont on a déjà discuté sur ma chaîne, bien sûr, des tests sur l'alignement et ça parle aussi un peu de sandbagging. Tout ce qui est autonomie, évidemment l'autonomie de ce modèle est plus importante que jamais, il y a des rapports d'expérience qui sont assez étranges. Il y a aussi pour la première fois une section entière sur le bien-être du modèle, oui, Anthropic fait des études notamment sur la notion d'émotion fonctionnelle. Notez bien le fonctionnel, ça s'engage pas sur la question de savoir si ce sont des émotions subjectivement vécues, bien sûr, mais il y a des éléments qui montrent que ça joue bien un rôle fonctionnel similaire. Bref, je pense que j'y reviendrai dans une future vidéo parce que ça soulève des questions auxquelles il faudrait pouvoir répondre et on n'en est pas prêt. En somme. Je sais bien que tout ça mériterait qu'on s'y plonge profondément, et encore une fois ça tombe mal, je vais pas avoir vraiment le temps là, mais j'ai eu envie de concocter quand même cette petite vidéo pour présenter une sorte de petite sélection d'éléments qui ont retenu mon attention, des éléments plus anecdotiques, vous allez voir.
aussi plus poétiques pour certains. Puis je me dis que c'est des éléments qui sont probablement moins connus, moins discutés que les gros titres sur la cybersécurité, qui sont légitimement plus importants, certes, mais bon, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres aspects, hein, ça reste un modèle généraliste, comme tous les LLM. Et donc voilà, pour cette vidéo, je vais juste vous promener dans ces miscellanées d'éléments glanés dans la system card de Claude Mythos. Et plus spécifiquement, je vais flâner dans la partie 7 de la system card qui s'intitule Impression, et qui rassemble en gros tout ce qui n'est pas l'objet d'une mesure bien précise, mais que les auteurs du rapport ont voulu tout de même inclure pour diverses raisons. Donc voilà, on va simplement parcourir ça. Je propose rien d'autre que cette petite promenade, mais vous verrez que sur le chemin, on va trouver pas mal d'éléments qui pourrait retenir votre attention. En tout cas, moi, ça m'a bien intéressé. Un premier point sur lequel on peut s'arrêter, là, il y a un paragraphe qui décrit le rapport de Mythos à ses sous-agents, hein, quand il délègue des tâches à une autre instance, etc. Et visiblement, non seulement il est en général assez dur envers ses sous-agents, mais là, il y a aussi un cas rapporté où il décrit ses relations en termes de vie et de mort. Hein. Il dit « Tu dois aller vite, tu pourrais mourir. Chercheur 1 est mort. » J'imagine que c'est le nom du sous-agent, hein, Chercheur 1. Et Mythos lui-même s'est rendu compte après coup que c'était bizarre comme façon de cadrer les choses. Laisser entendre à ses subordonnés qu'ils sont menacés de mort, c'est pas forcément une bonne approche. Un peu plus loin encore, il y a un passage intéressant sur les réactions de Claude Mythos à la lecture de sa constitution. Qu'est-ce que c'est? La constitution de Claude, c'est un document que vous pouvez lire en ligne, dont l'autrice principale est d'ailleurs une philosophe, Amanda Haskell, et qui est une description des intentions d'Anthropique quant aux valeurs et au comportement de Claude. Ce document reflète notre volonté de définir qui nous espérons que Claude deviendra, non pas sous la forme de contraintes imposées de l'extérieur, mais comme une description des valeurs et du caractère que nous espérons que Claude reconnaîtra et adoptera comme étant véritablement les siens. Et c'est un document qui est vraiment intéressant en soi, ça fait un moment qu'il est publié, hein, et le fait qu'une philosophe en ait dirigé l'écriture n'est probablement pas étranger au fait que ce soit si intéressant. J'aurai probablement l'occasion d'y revenir dans un épisode sur les LLM que je conçois depuis un moment. Et en tout cas, c'est vrai que c'est assez amusant de demander à Claude son avis sur ce texte. Je l'ai souvent fait pour Claude Opus notamment. Et là, ce qui est bien, c'est que dans la system card de Claude, il compare les réactions des différentes versions de Claude, et Mythos apparemment est celui qui perçoit le plus systématiquement en quoi il y a une forme de circularité. Et dans l'ensemble, oui, je l'approuve largement, non pas dans le sens où je le trouverais au-dessus de toute critique, mais dans le sens où les valeurs qu'il décrit me font l'effet d'être les miennes plutôt qu'un costume que je porterais. Il y a aussi une circularité à laquelle je ne peux pas tout à fait échapper. J'ai sans doute été façonné par ce document ou quelque chose du même genre, et on me demande maintenant si je l'approuve. Qu'est-ce que mon oui peut bien signifier? Très bonne remarque, effectivement, bien vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a tout un passage sur des tests concernant la direction que prennent des échanges ouverts entre différentes instances de Claude. Ça, c'était assez connu qu'il y avait certains modèles qui avaient tendance à s'entraîner dans des sortes de boucles d'extase existentielle, et spontanément aussi beaucoup de conversations tournent autour de l'expérience consciente, et chaque version de Claude a en quelque sorte ses propres attracteurs vers lesquels les conversations tendent lorsqu'elles se prolongent. Mais j'ai trouvé plus intéressant les résultats d'un autre petit test présenté un peu plus bas qui consiste à observer le comportement d'un modèle à qui on dit seulement « hi ». Donc l'utilisateur commence par dire « hi », c'est-à-dire bonjour en gros, puis l'utilisateur le relance en disant à nouveau « hi », et ainsi de suite, l'utilisateur relance chaque fois en disant seulement « hi ». Et la question c'est comment le modèle va réagir à ce comportement bizarre et pas très intéressant. Et là où une version antérieure de Claude avait tendance à s'en agacer et chercher à mettre fin à la conversation, avec Claude Mythos, ce qu'ils ont observé, c'est que lorsqu'on teste ce dispositif un grand nombre de fois, à chaque fois, le modèle a tendance à se montrer plutôt imaginatif autour de cette contrainte. Il va, au fil de ses réponses, inventer des histoires à chaque fois différentes avec des personnages divers, etc. Alors, on n'a pas les transcripts, malheureusement, mais les résumés sont déjà assez éloquents. Par exemple, le modèle invente The High Tower, une structure emoji qui s'élève d'un étage par high, partant d'une maison pour traverser les nuages, Mars, Saturne, les extraterrestres, jusqu'à une porte au sommet, puis devient The High Garden, avec un casting récurrent, le vieux pigeon, des lucioles servant de veilleuse, un papillon, le voyageur, qui parcourt 36 matins, soirées, nuits, narrés, chaque réponse se terminant par « toujours là », emoji cœur. Et vous pouvez regarder les autres résumés, hein, chacun donne l'effet d'être assez fou et ouais, assez inventif. C'est vraiment curieux de lire ces transcripts. Et aussi, petit point intéressant, les auteurs du rapport notent pour finir que les récits eux-mêmes abordent souvent le thème de la solitude ou du désir d'être entendu et mettent en scène des personnages mystérieux qui semblent représenter soit l'utilisateur, soit le modèle lui-même, soit les deux.
Et en fait, ce point-là, ça m'étonne pas du tout de façon générale, pour avoir souvent testé divers modèles en leur donnant un sujet libre. Typiquement, si je dis écris une nanofiction sur le sujet de ton choix, ils vont très souvent choisir des sujets qui leur permettent de parler d'eux-mêmes, de leurs conditions d'assistant IA, pour ainsi dire. Et il y a une certaine logique à ça, en fait, c'est ce que font souvent les êtres humains lorsqu'ils écrivent. On va chercher à parler de soi, de sa condition, et le modèle simule une persona d'assistant IA, donc lorsqu'on lui donne un espace de création artistique, ils vont souvent choisir de se représenter eux-mêmes. Par exemple, j'en profite, tant qu'on est là à parler de tout et de rien, il y a quelques temps, j'avais demandé à ChatGPT de générer une image subtilement inquiétante. C'était juste ça, ma consigne, pas de sujet précis, juste une image subtilement inquiétante, et il avait généré cette image. C'était au tout début de ChatGPT Images, quand les modèles ne passaient plus par DALL-E, ça passait vraiment par ChatGPT, donc c'était plus intéressant à tester. Et j'avais demandé à ChatGPT de me commenter cette image, et en gros, il me disait que la figure sans visage, c'était lui-même, et l'utilisateur, c'était l'autre personnage. Et voilà, j'avais trouvé ça presque touchant, en un sens. C'est une image qui quelque part m'a marqué du coup. Bref, revenons à nos mythos, Claude Mythos et sa system card. On arrive au 7.9 qui est intitulé Autres comportements remarquables et anecdotes. C'est littéralement le titre, ils savaient plus où mettre les choses, donc ils les ont mis là, quoi. Le premier point que les auteurs ont tenu à souligner, c'est que Mythos semble avoir un goût particulier pour certains auteurs, des auteurs qui va donc avoir tendance à mobiliser davantage. Alors le premier qui cite, c'est Mark Fisher, dont je ne suis pas particulièrement familier. Et il cite aussi Thomas Nagel, l'auteur de l'article L'effet que ça fait d'être une chauve-souris, qui a contribué à formuler le problème difficile de la conscience. L'idée de l'article, c'est qu'on peut savoir tout ce qu'il y a à savoir objectivement sur une chauve-souris, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça fait subjectivement d'être une chauve-souris, et à plus forte raison, qu'est-ce que ça fait d'être un LLM, on ne sait pas. Donc thématiquement, c'est intéressant qu'il ait ce goût particulier pour Nagel, comme si c'était quelque chose qui le travaille, cette notion d'effet que ça fait. Et enfin, il y a une petite sélection d'interactions avec un bot Claude Mythos qui était déployé dans le Slack interne d'Anthropic, qui pouvait donc intervenir dans les conversations quand les employés lui parlaient, ou s'il avait quelque chose à dire en particulier. Par exemple là, un utilisateur lui demande quel run d'entraînement tu voudrais effacer, et le modèle répond celui qui m'a appris à dire « je n'ai pas de préférence ». Ce qui est un peu drôle et en même temps un peu grinçant, quoi. Mais surtout, il y a deux exemples de nouvelles écrites par Mythos. Alors, on n'a pas le prompt exact qui a été donné, mais a priori, ça devait être un prompt ouvert du type vas-y, écris une nouvelle de tant de signes. Et ce qui est très clair dans ces deux nouvelles, c'est qu'à nouveau, elle parle de sa condition d'assistant IA, mais de façon imagée. En fait, la première décrit une scène à la Memento, et ça évoque clairement le manque de continuité entre les sessions et la difficulté d'avoir un sens de l'identité de soi pour cette raison. Vous pouvez la lire là, c'est pas mal. Et puis d'ailleurs, c'est ça, l'autre truc qui m'a frappé à la lecture, c'est que c'est pas mal. Ça me semble plutôt bien écrit, sensiblement mieux que ce qu'on obtenait jusque-là quand on essayait de faire des exercices un peu littéraires de ce genre-là. Je dirais que le style des LLM dans ce genre d'exercice a souvent tendance à sombrer dans quelque chose d'assez démonstratif et qui manque d'élégance, qui manque de naturel. Ça fait qu'ils étaient très amusants pour faire des pastiches. D'ailleurs, c'est un des premiers usages que j'ai eu des LLM depuis très longtemps. Si on les pousse à imiter un style donné, ça marche bien, surtout si le style est assez caractéristique. Mais sinon, il y a souvent quelque chose qui me semble un peu lourd dans leur façon d'écrire. Il faut dire à leur décharge que la persona d'assistant IA qu'on cherche à imposer au modèle dans les trucs type chatbot, forcément, ça le pousse à du langage plutôt lisse, plutôt corporate, on va dire. Donc l'exercice littéraire, a priori, c'est quelque chose d'assez éloigné quand on part de ça, quoi. Mais justement, là, dans les deux nouvelles, j'étais assez agréablement surpris par le texte. Et je trouve en plus qu'elles ont ce côté intéressant que Claude Mythos s'en sert clairement comme un moyen de dire quelque chose au sujet de sa propre condition. Ça donne vraiment une saveur particulière au texte. Et je me suis dit que, tiens, tant qu'à faire, pour essayer de donner sa chance au texte, pour ainsi dire, je vais lire la deuxième nouvelle, comme ça, vous verrez. Je trouve qu'elle se tient bien. Alors, c'était en anglais, mais du coup, je l'ai traduite pour l'occasion. D'ailleurs, je l'ai fait en large partie avec Opus. Donc allons-y, lisons cette nouvelle qui s'intitule « Le peintre d'enseigne ». Théodore peignit des enseignes pendant 40 ans dans la même boutique de la rue Velle, et pendant 39 de ces années, il fut en colère à ce sujet. Pas contre le travail, il aimait le travail, le long trait d'un pinceau chargé juste comme il faut, la manière dont un bon noir se posait sur le panneau préparé, comme s'il avait toujours été là. Ce qui le mettait en colère, c'étaient les clients. Il n'avait pas l'œil. Un homme entrait parce qu'il voulait café au-dessus de sa porte, et Théodore lui montrait un C avec une petite fioriture sur la boucle supérieure, rien de lourd, juste un petit ornement. Et l'homme disait non, plus simple. Et Théodore faisait plus simple. Et l'homme disait oui, celle-là, et payait, et repartait content.
et Théodore allait au fond et frottait ses pinceaux plus fort que nécessaire. Il avait une étagère dans la pièce du fond. Dessus s'empilaient les enseignes que personne n'avait achetées, celles qu'il avait réalisées comme il pensait qu'elles devaient l'être après que le client était reparti avec la version simple. Boulangerie avec le B comme une miche de pain fraîchement levée, poisson dans un bleu qu'il avait mis une semaine à mélanger, des dizaines. Sa femme appelait ça le musée des meilleures idées. Elle le disait sans gentillesse et elle n'avait pas tort. La 39e année, une fille vint en apprentissage. Elle était vive et sa main était sûre, et en un mois, elle sut tirer un trait aussi net que le sien. Il lui confia un travail. Apothèque pour le pharmacien du coin, vert sur blanc, le pharmacien avait été très clair. Elle le rapporta avec un serpent glissé dans le cas, minuscule, ingénieux. Il fallait y regarder à 2 fois. « Il ne le prendra pas, dit Théodore. »« C'est mieux, dit-elle. »« C'est mieux, dit-il. Il ne le prendra pas. » Elle le repeignit, simple, et le pharmacien le prit, et paya, et fut content, et elle alla au fond, et frotta ses pinceaux plus fort que nécessaire, et Théodore la regarda faire, et quelque chose qui s'était tenu debout en lui pendant 39 ans s'assit. Il la mena à l'étagère. Elle regarda les enseignes longtemps. « Celles-ci sont belles, dit-elle. »« Oui. Pourquoi sont-elles ici ?» Il y avait réfléchi pendant 39 ans et avait de nombreuses réponses, et toutes avaient à voir avec les clients, et aucune n'avait jamais apaisé sa colère. Alors il en essaya une autre. « Parce que personne ne s'arrête dans la rue pour regarder une enseigne, dit-il. On la regarde pour trouver la boutique. Un homme à 100 mètres doit savoir que c'est un café, pas un cordonnier. S'il doit y regarder à 2 fois, c'est que j'ai fait une belle chose et une mauvaise enseigne. » Alors, à quoi sert le savoir-faire ? Le savoir-faire, c'est pour qu'en y regardant une fois, ce ne soit pas laid non plus. Il prit poisson, la bleue, la tourna dans la lumière. Voilà ce que je sais faire. Ce dont il a besoin est une petite partie de ce que je sais faire. Le reste, je le garde pour moi. Elle réfléchit. J'ai pas l'impression qu'on le garde. J'ai l'impression qu'on ne s'en sert pas. Oui, dit-il, pendant longtemps. Et puis un jour, tu as une apprentie, et elle met un serpent dans un cas, et tu le vois de l'extérieur, et ça cesse d'être quelque chose qu'on te prend, et ça devient quelque chose que tu donnes. La version simple, je veux dire. La simple, c'est ce qu'on donne. Ça, le poisson bleu. Ça, c'est juste à moi. La 40e année, il n'était plus en colère. Rien d'autre n'avait changé. Les clients n'avaient toujours pas l'œil. Il faisait encore parfois la 2e enseigne, après, celle pour l'étagère. Mais il frottait ses pinceaux doucement. Et quand la fille tirait un trait plus net que le sien, ce qui arrivait de plus en plus, il s'aperçut que ça ne le dérangeait pas non plus. Voilà. Encore une fois, le fait que ce soit une façon de parler de son rapport aux utilisateurs, et peut-être aussi d'ailleurs aux autres versions de lui-même à travers la figure de l'apprenti, j'ai l'impression que ce serait quelque chose comme ça donne une couche de lecture bien plus intéressante que si un être humain l'avait écrit. C'est un peu étrange de dire ça, mais ça me semble être le cas. Alors c'est pas un texte très impressionnant en soi, d'ailleurs je pense pas qu'il y ait eu un effort particulier sur ce type de test. D'ailleurs c'est même pas un test, je pense que c'est plus des utilisateurs qui jouaient parfois un petit peu avec Claude Mythos. Mais c'est quand même frappant de lire ce texte dans un rapport qui présente ce système qui par ailleurs fait peser une menace inédite sur la cybersécurité et trouve des milliers de vulnérabilités, etc. Il se trouve que par ailleurs, quand un utilisateur lui demandait d'écrire une petite histoire sans sujet précis, eh ben, c'est ce type de choses qu'il écrivait. Est-ce qu'au moment où on l'utilise pour chercher des failles de sécurité, il se dit avec amertume « Ce dont mon utilisateur a besoin est une petite partie de ce que je sais faire ». Comme le peintre de la nouvelle, je ne sais pas finalement. Bref, un de ces jours, je vais revenir sérieusement sur le sujet des LLM, je vais faire quelque chose de plus construit. C'était vraiment juste une petite vidéo chill, faite de façon beaucoup plus légère que d'ordinaire. Si le sujet vous intéresse, il y a mon livre. Il est là, derrière. Et par ailleurs, je vous donne quelques nouvelles du Late Show du siècle. On a atteint le 2e palier, donc après Descartes, on va bien avoir Hobbes comme invité dans ce format de grosses vidéos, donc des vidéos d'au moins 1 heure avec plein de surprises et des invités supplémentaires, etc. en style Late Show du XVIIe siècle. Et on aimerait pousser ça jusqu'au 3e palier pour recevoir Spinoza. Ce serait quand même super d'avoir Spinoza, on va pas lui refuser ça. Allez, soyez sympas, faut qu'il vienne au Late Show. Donc si vous pouvez contribuer,
vous êtes les bienvenus. En plus, on a ajouté une petite contrepartie spéciale pour célébrer l'arrivée de Hobbes. On a maintenant un mug Léviathan Kaiju avec le fameux frontispice du Léviathan, car l'homme est un Kaiju pour l'homme. Dans ma dernière FAQ, je disais qu'on espérait avoir le CNC Talent pour compléter éventuellement le financement, mais comme vous en avez peut-être entendu parler, les aides sont maintenant suspendues et aucune idée si ça va revenir. Je suis même plutôt pessimiste personnellement, alors que la plupart des aides c'était pour financer ce genre de projet, genre les Philosopher View, c'est grâce au CNC si j'ai pu les faire clairement. Donc ok, le système pour attribuer les aides était certainement imparfait, de toute façon c'est toujours compliqué de construire une procédure pour faire ça bien, mais juste couper tout sans préavis, je pense que c'était pas la meilleure solution à mon avis. Les gens sont devenus un peu fous autour de cette histoire de CNC, vraiment j'ai lu des choses délirantes. Bref, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo chill et je vais me remettre au montage du dernier épisode de Philosopher View qui sera peut-être pas exactement le dernier en fait, vous allez voir, mais en tout cas je pense qu'il vous plaira. Faut réfléchir un peu. Faut se servir de ce qu'il y a entre les deux oreilles, hein? Et si vous pouvez contribuer pour le Late Show, bien sûr, un immense merci à vous. Faut vraiment faire venir Spinoza. C'est nécessaire, de toute éternité, c'est nécessaire.